on garde Spock, on sacrifie numéro 1. Par contre, on va quand même, on lui garde les oreilles pointues, mais c'est tout. Voilà. On enlève les démons et les femmes, on les met au même niveau. C'est ça. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, oh oui, dans ce nouvel épisode de Trek Analyse. Analysons la série animée de Star Trek. Du premier coup, j'ai réussi. Ouais, salut Thierry, comment vas-tu ? Ça va, très bien, content d'être de retour, on va dire, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré. En enfer. Ça fait plaisir. Salut Marguerite, comment vas-tu ? Pas ouf, mais bon, on fait aller. Ah ok, bon, ça va aller mieux. Ça va aller mieux parce qu'on va quand même parler d'un super épisode ce soir. Salut Sean, comment vas-tu ? Salut, ça va bien. Je suis dans une nouvelle maison avec un setup foireux, mais pour les prochaines semaines, ça ira sûrement encore mieux. Voilà, je l'avais dit, c'est la saison de tous les changements, de toutes les folies. Il se passe plein de trucs. Chaque épisode, sa nouveauté. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour parler de l'épisode 8 de la série Star Trek animée qui s'appelle... Ah, j'ai pas marqué le nom en VO, j'ai marqué que le nom VF. Ah mince. Quelqu'un connaît le nom VO, s'il vous plaît ? Oui, The Magics of Megas 2. Et qui s'appelle, Sean, en version française, La magie de Méga 2. Ah non, pardon. Si, c'est ça, des Méga 2. D'ailleurs, il y a un jeu de mots là pour le coup. Pourquoi ? D'ailleurs, le coup marche qu'en anglais. Parce qu'en anglais, c'est écrit méga-tu TU. Oui. Enfin, tout TU. Oui. En français, mais ils ont fait la version. Ça marche pas, ils ont traduit par Mégas 2, ce qui est très étrange. Enfin bon, bref, des fois dans les sous-titres, on a le tu et d'autres fois on a le 2, donc ils savent pas ce qu'ils veulent, même en français. Diffusé pour la première fois le 27 octobre 1973 et se déroulant à la date stellaire du 1254.4 sur un scénario de Larry Brody. C'est la première fois qu'on voit Larry Brody, je crois. Peut-être que je dis des bêtises. Non, je confirme. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on a un auteur qui n'a pas bossé sur TOS avant. Ok. Sur la série animée. Il avait bossé sur quelques séries télé avant de bosser sur TOS. C'est pas son premier scénario. Par contre, plus tard, il écrira un épisode de Voyager. En saison 2, l'épisode de Tattoo. Tattoo. Wanna say my hair. Qui est centré sur chaque côté, évidemment, avec un nom pareil. Oui. Les tatouages, oui, très bien. Ouais. Oui, pas l'animal. Le tatou de l'espace. Ok. Quelque chose à dire ? Moi, c'est un épisode que j'étais content. Il me fait marrer, cet épisode. Quand j'ai vu que c'était lui le suivant, je me suis dit, ah cool, c'est rigolo. Voilà, donc j'avais hâte d'en parler avec vous. T'étais contente, Marguerite, de le découvrir, toi ? Ah, on a perdu Marguerite. Là, pour le coup, je l'ai découvert, celui-là. Ouais. Ah non. Non, c'est bon, t'es là. Alors, je l'ai découvert, c'était la première fois. Ouais. Non, j'ai découvert l'épisode. J'ai été surprise. c'est un épisode assez spécial quand même, on va dire, qui est dans l'absurde. Et après, ce que j'ai eu un petit peu du mal, c'est un peu ce que je reproche de toute façon à la série animée, c'est que ça va à l'heure, quoi.
Ah oui, Elle a dû faire pause et remettre des trucs plusieurs fois parce que ça va trop vite. J'ai eu l'impression de voir un épisode en accéléré, quoi. C'est un épisode sous LSD. On est vraiment dans les années 70. Et toi, Sean, tu l'aimes bien cet épisode? C'est ça. Oui, j'aime beaucoup cet épisode. Alors, mon opinion... J'espère que tu l'aimes parce que, vu ton fond d'écran, ton arrière... c'est particulier parce qu'avant l'existence, vous allez voir, il y a comme un point de changement dans le moment où Discovery sort, ça change un peu mes avis surtout, mais pendant longtemps, avant que Discovery existe, il y avait 2 épisodes de Star Trek et cela ne reflète absolument pas sur leur qualité. C'est vraiment juste, je trouve que canoniquement, ils ne marchent pas, puis on n'arrive pas à les réconcilier avec le reste. Donc il y a celui-là, The Magics of Megas 2, puis il y a le fameux épisode où Tom Paris va à Distorsion 10 dans Voyager. C'était ces 2 épisodes-là que j'aurais retirés du canon si j'avais été boss de Star Trek. Puis évidemment, maintenant, ben, c'est comme, est-ce que je le ferais encore? Je le sais pas, là, avec la sortie de Discovery, puis genre, Section 31, et tout ça. Je sais pas si c'est vraiment la peine de se pencher sur ces 2 épisodes-là maintenant. Mais je l'ai toujours bien aimé, même si il se passe au centre de la galaxie pour une raison qui est... Oui, c'est sûr que bon, on va y venir dans quelques instants, mais c'est sûr que pourquoi tout court en fait? Pourquoi cet épisode? C'est un peu compliqué. Est-ce que tu veux bien, Thierry, nous lire? Je t'ai posé la question. Tu l'as aimé, toi? Pas du tout. Je t'ai pas posé la question. Non, mais en fait, on s'en fout. Lis le journal de bord. Désolé. Non, effectivement, il pose pas mal de problèmes vis-à-vis de la science déjà. Je voulais qu'on en parle. Et effectivement, vis-à-vis du canon Star Trek, bah non, c'est pas lui qui pose problème. C'est les suivants qui disent ce qu'il y a au centre de la galaxie qui pose problème. En fait, c'est le film Star Trek 5. Star Trek 5, ouais. C'est Ouais. lui qui enfreint ce qu'a établi cet épisode. La thématique, on en parlera quand on sera avancé dans l'épisode. Mais la thématique est commune quand même. Donc bon, il y a des trucs qui me gênent un peu dedans, mais j'aime bien le côté science-fiction psychédélique, truc un peu barré. J'aime bien ce côté-là. C'est comme The Alternate Factor dans TOS là, avec les jumeaux maléfiques de l'univers en antimatière. Il est insupportable cet épisode. Il est complètement déjanté cet épisode et je l'aime bien pour ça. Il est dur à suivre. Faut pas être fatigué. Voilà. Ça rappelle les vieilles BD des années 70 aussi, BD de SF qui partaient un peu dans tous les sens. J'aime bien ce style, mais c'est vrai que ça convient pas toujours à Star Trek, on va dire. C'est l'épisode de la série animée qui est le plus années 70, je trouve. Voilà. On va y revenir. Pas un reproche, c'est un fait. Du coup, tu veux que je lise le journal de bord Je veux bien. Ok, cette fois j'y ai pensé à le noter. Journal du capitaine, date stellaire 1254.4. Pendant des années, les scientifiques ont théorisé que si notre galaxie est née d'une grande explosion, le centre de la galaxie pourrait encore créer de la matière. L'Enterprise est chargée d'une mission scientifique. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que les scientifiques pensaient ça à l'époque? Je ne crois pas, parce que je pense que la j'ai fait quelques recherches en fait. Plus vieille que ça. T'as fait des recherches? Parfait. Oui. La théorie du Big Bang, alors là j'ai plus la date sous les yeux, mais c'est en fait limite au début du siècle. Qui après a été repris un peu plus tard, mais en tout cas les années 70 c'est déjà bien établi. Après, donc il y avait le consensus qui existait déjà à l'époque. Voilà, c'est ça. Mais en fait, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses à en dire par rapport à l'aspect scientifique entre guillemets de cet épisode. Cette intro, je l'ai vue au moins 10 fois. Parce que je trouve que c'est barré, mais c'est marrant en même temps. En fait, ils ont repris le principe du Big Bang quelque part, mais juste au niveau de la galaxie, avec l'idée que ça crée la vie et que ça continue encore maintenant. Donc le concept est marrant quelque part, mais par contre, scientifiquement, c'est sûr que ça tient pas du tout la route.
Là, à l'ordre maintenant, on est presque sûr que c'est même plutôt l'inverse. Enfin, c'est-à-dire c'est la matière qui accrétionne, voilà, qui s'assemble et qui crée une galaxie. Et c'est même possible qu'il y ait un trou noir au centre de la galaxie qui justement permet à ce que la matière se réunisse en planètes, etc. Donc en fait, dans l'épisode, ils ont fait presque l'inverse. Ils sont, voilà, au lieu de matière qui vient s'agréger et voilà et former la vie. Enfin, c'est les nuages galactiques, voilà, qui viennent former tout. Ben eux, c'est l'inverse. C'est une explosion et un geyser de vie. Donc c'est marrant. C'est marrant, voilà. L'image est bonne. Ouais. Ok. Scène numéro 1. Nous retrouvons donc l'Enterprise en pleine exploration du plein centre de la galaxie à la recherche des origines de la vie. Dommage, ils auraient pu trouver Dieu et lui péter la gueule, mais bon, pas cette fois. Non, ils trouvent un feu d'artifice. Tout se met à péter dans tous les sens. Kirk appelle T'as ça... pas mis les captures d'écran. Oups, pardon. Ah oui, c'est vrai. Hop. Mais quel nul. C'est activé, c'est bon, j'ai plus besoin de m'en occuper. Kirk appelle ça, je t'emmerde, appelle ça le point de création. On se rend compte que le vaisseau est attiré vers le centre. Kirk ordonne la marche arrière, mais bien que le vaisseau soit déjà en distorsion 6, il continue d'avancer. Rien n'y fait. Distorsion 7, 8, 9 et même distorsion 10. Tant bien que mal, l'Enterprise traverse un genre de tempête de l'espace et parvient à son centre où tout est calme. Entrée en matière assez rapide, voilà, ça secoue dans tous les sens. J'ai passé un peu le dialogue parce que bon, voilà, mais c'était cool et assez foufou. Un petit truc à dire là. Mm-hmm. Tu viens de dire distorsion 10. Je croyais que l'Enterprise de Kirk était limitée à je sais plus, à 5 ou 6. Bah justement. Alors. Et là, c'est pas le réacteur à distorsion qui les propulse, c'est eux qui sont attirés par le. Ah. Puis c'est pas la même chose. C'est pour ça aussi que tout tremble et que ils ont plein de problèmes techniques dedans. C'est parce que justement l'Enterprise va trop vite pour ce pourquoi il est conçu, quoi. Ah d'accord. Oui, et comme l'avait dit Sean, mais on l'avait dit plusieurs fois, c'est pas les mêmes échelles de distorsion. Oui, parce que sinon 10 il irait à une vitesse infinie et ça poserait ils se quelques problèmes. transformeraient tous en langoustes. Oh, langouste, bon, c'est plus des salamandres. Pas en langouste. Tu comprends, ça change d'animal à chaque distorsion 10 que tu fais, tu sais. Ce qui rendrait les deux épisodes, tous les deux, problématiques, mais ensemble, tu vois. Bref, j'allais dire distorsion 2, non. Si t'as deux épisodes problématiques de la même manière, bah, ils deviennent canons tous les deux. Ils se renforcent entre eux. C'est cohérent. Ouais. Scène numéro 2. Alors que l'équipage se demande où il est, l'Enterprise est comme téléporté. D'après Spock, hors du temps et de l'espace. Uhura indique que la radio subspatiale ne fonctionne plus. Les horloges ne marchent plus non plus et les moteurs s'arrêtent. Spock dit que les lois de notre univers ne fonctionnent plus. Qu'est-ce qu'il est intelligent ce Spock alors? Il a deviné de suite. Il comprend tout ce gars-là. Ouais. Non mais ça fait partie des problèmes que souligne Marguerite. En temps normal, on aurait eu un truc, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est en panne, machin, truc? Et au bout d'un moment, on comprend, on est dans un autre univers. On n'a pas le temps. Problème. Comment? On n'a pas le temps, là. Il faut avancer. Il y a 20 minutes. Problème, les systèmes de survie s'arrêtent également. Alors que tout le monde s'évanouit, ouf, un satyre apparaît. Ah oula, t'as sapé le fait qu'il trouvait la planète. Ouais, mais j'avais pas compris. Bon, bref. Ok, bon. Ouf. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ah là là. Bon. Quelque chose à dire avant l'apparition du satyre? Ah oui, non, c'est bon, on y est. Vas-y. Enfin, non, oui, j'ai quelque chose à dire. Oui. Au début, il est comme transparent, puis il fait un peu un puis après, il apparaît comme ça. Oui.
je sais pas pourquoi, mais il y a un moment spécifique juste avant qu'il se matérialise complètement, où je trouve que c'est très très bien fait. Je sais que c'est le même effet qu'ils utilisent pour tout, mais pour lui, dans ce contexte-là, dans cet élément-là, je sais pas pourquoi, je trouvais que les effets spéciaux ou l'animation est très très bien. Ouais. C'est peut-être une histoire de couleur qui correspond bien. Peut-être, j'ai l'impression que ça marche. Puis j'ai l'impression qu'ils l'ont peut-être dédoublé un peu en même temps qu'ils ont fait l'effet de transparence. Donc du coup, ça donne vraiment un effet d'apparition. Je trouve ça très réussi. J'aime aussi comme ces mains sont dessinées parce qu'elles sont pas comme ça. Elles sont vraiment dessinées comme si elles s'en allaient vers l'arrière. Genre, il est vraiment hype d'être là, tu sais. C'est moi. Est-ce que tu peux enlever ta souris du muscle du deltoïde droit de Lucien? Scène numéro 3, le satyre paraît amical et rigole de la situation. Ces humains pas capables de faire les choses correctement. Ni une ni deux, il lève les bras et la vie revient à bord du vaisseau. Kirk et ses amis lui demandent qui il est. Il répond « Appelez-moi Lucien, appelez-moi votre ami. » Ben voyons. Ok, fait question maintenant pour Marguerite, parce que vu que toi, c'est la première fois que tu vois ça, c'est très intéressant d'avoir ton input. Est-ce que tu as deviné qui c'était? Bah, je me suis... Oui. Okay. Oui, je me suis dit, c'est un mélange de satire et de... Voilà, oui. J'ai pensé aux deux. Voilà, voilà. Enfin, moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah putain. Malheureusement, à l'époque de Star Trek, plus personne n'est chrétien et ces gros hérétiques sont arrivés en enfer sans s'en rendre compte. Il y a une église sur Enterprise. D'ailleurs, ouais, c'est vrai. Ok. Lucien leur dit, bon, venez avec moi là où se trouvent les vrais délices. Ben voyant numéro 2. Et il téléporte Kirk, Spock et Bones sous les yeux médusés de Sulu, Uhura et Arex. J'espère que... Oui, génial. La tranche que fait Arex sur cette image, j'ai l'impression qu'il y a un problème de proportion. Il est trop gros par rapport... Et bref, c'est la meilleure image de l'épisode. Scène numéro 4. C'en est fini de Kirk, Spock et Bones qui sont en enfer, comme je l'ai dit, puisqu'ils sont tout difformes et puis un enfant est apparu. Après quoi, Lucien remodèle le monde à son image. Oui, c'est toujours les enfers. J'ai pas trop compris. Oui. J'ai pas trop compris justement pourquoi on voit à un moment Lucien enfant. Enfin, c'est pareil, c'est un petit satire. Est-ce que c'est lui, enfant? J'ai l'impression, moi. Je sais pas d'où ça sort, parce qu'en plus, ça dure, genre, je sais pas, une seconde, même pas, et puis hop, après, on le voit plus du tout de l'épisode, et ça repart sur Lucien adulte. Il dit un truc du genre « laissons les enfants s'amuser ». Pourquoi Mais en fait, ce qui me perturbe le plus, c'est qu'il a fallu le dessiner, ça. Bah, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'ils se sont fait chier à dessiner Lucien enfant pour une image, limite, une frame, et puis hop, et après ça n'a plus d'intérêt dans l'épisode, et c'est très, très bizarre. C'est un choix étrange. Peut-être que c'était dans le premier jet du scénario, ils l'ont gardé, ils ont pas fait gaffe, ils ont viré le reste. Il y a moyen qu'ils avaient une idée d'aller plus loin avec Lucien enfant, puis qu'ils ont rien fait de ça, ouais, c'est possible. Il voulait faire plaisir à quelqu'un qui l'avait dessiné. C'est comme, ah ouais, c'est bon, mets-le là. Bon. J'ai fait mon satire, mets mon satire avec sa toupie, s'il te plaît. Okay, c'est bon. C'est vrai qu'il y a la toupie. C'est très étrange. Scène numéro 5. Il n'y a rien d'écrit dans le livre dessus sur cet enfant? On aurait dû le dire avant. Non, je l'ai lu tout à l'heure d'ailleurs. Il n'y a rien à propos de Lucien enfant. Non. Marrant. Scène numéro 5, Lucien présente donc le monde de Megas 2 ou Megas 2, suivant les versions. Un monde idyllique dans lequel la magie existe. Pour l'imager, il fait apparaître des pommes. Théorie de Spock. Pour fonctionner, le point de création galactique doit traverser l'espace et le temps vers une autre dimension où la logique des choses est totalement différente. Je n'ai rien compris. Désolé d'être un peu naze. Je pense qu'il n'y a rien à comprendre. Hein. C'est juste que les lois de la physique qu'on connaît ne s'appliquent pas à cet endroit-là. C'est un autre univers. Voilà.
Il n'y a pas de, il y a pas vraiment de, ça va pas. Je pense que ça va pas beaucoup plus loin que ça que de dire ça, quoi. Il le dit d'une manière qui sonne scientifique, logique. Enfin, il essaye en tout cas, mais voilà. Je pense que c'est. Oui, d'un point de vue très personnel, parce que j'ai pas envie que cet épisode se passe au centre de la galaxie. C'est juste parce que j'ai pas envie que ça se passe là. On a déjà un film qui se passe Oui, mais là. c'est pas toi qui décide. Ah bah dans ma tête, ils ne sont pas au centre de la galaxie. À côté. Ils pensent qu'ils le sont, mais ils se sont fait tromper, genre par l'un des tours de magie de Monsieur notre ami Lucien. Lucien est ton ami. Et donc du coup, toute la science que Spock vient d'établir, ben, ça s'applique pareil, mais juste à un autre endroit. Tu sais, il y a un trou à quelque part là, tu sais, puis c'est tout. Genre. Ok. Voilà. Oui, en alors. tout cas, c'était magnifique. Ah, pardon. Le livre, dommage que je l'ai pas sous la main et je l'ai pas noté, mais tu pourras peut-être vérifier, Rémi. Dans le guide officiel, en fait, qui parle de l'épisode, ils ne disent jamais le centre de la galaxie. C'est bien. Du coup, ça m'a mis le doute. J'ai vérifié dans l'épisode. Ils parlent bien du centre de la galaxie. Mais dans le bouquin, ils disent qu'ils sont, je sais plus, à l'origine de la matière de la galaxie ou un truc comme ça, à la source d'origine de la matière de la galaxie. Je sais plus comment ils formulent ça. The Enterprise is pulled into a matter energy whirlwind at the creation point of the universe. Ah oui, d'accord, au point de création de l'univers. C'est même plus la galaxie, c'est l'univers. Et j'ai l'impression que sans le dire, ils avaient un peu honte du setting réel de l'épisode et du coup ils ont changé un petit peu le truc. Et voilà. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'ils disent dans la galaxie. Je pense que ça aurait mieux marché, ça aurait posé d'autres problèmes, mais ça aurait mieux marché s'ils avaient dit on est à l'origine du Big Bang, quoi. On est là où le Big Bang a commencé. Ça aurait mieux fonctionné par rapport à ce qu'on voit ensuite dans Star Trek et à ce qu'on savait en termes du centre de la galaxie, parce qu'on savait très bien qu'il y avait un trou noir au centre de la galaxie, quoi. Il y en a au centre de toutes les galaxies, donc il y en a forcément au centre de la nôtre. Non, mais nous on est différents, tu sais. La nôtre est la mieux. Nous on a des démons magiciens au centre de notre galaxie. Bah ouais, tu sais. On a du style, nous. C'est pas comme les autres galaxies. J'attire juste votre attention sur la DA une nouvelle fois avec des couleurs magnifiques. Voilà, c'est tout. Oui. Je sais pas pourquoi ça me fait penser. Vous avez vu Love, Death Robots? Saison 1 pour moi. Il y a, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais il y a un épisode où il trouve l'espèce de madame dans le lac là. Ah oui, Guenièvre. en 3D, là. C'est pas tout à fait Guenièvre, c'est un truc plus. Oui, une espèce de femme qui danse là, et puis t'as tout le monde qui est attiré et qui se noie en pouvant la choper. Oui, je sais pas pourquoi, moi ça m'a fait penser à ça. C'est peut-être le violet, le rouge, là, c'est l'espèce de. Voilà. Les couleurs, je sais pas, mais ça m'a fait penser à ça. Ok. Kirk remarque que ça fait plusieurs fois que Lucien les appelle mes amis, sous-entendant qu'ils se connaissent. Lucien explique alors qu'il est Satan, l'étoile du matin, Belzébuth. Ah non, pas encore. Lucien présente les habitants et habitantes de Mégas, de Mégastou, comme des personnes calmes, paisibles et contemplatives. Pas de rivalité ni de guerre dans leur univers, mais n'étant accompagnées d'aucune autre forme de vie, et elles sont parties à la recherche de nouveaux amis. Le hasard a voulu que ce soit la Terre sur laquelle les Megans se sont dispersés, devenant ainsi les conseillers de l'humanité. Puis, les Megans ont dû partir. Lucien était très triste, car il adorait l'humanité. Moi, c'est pas vraiment ça qu'on m'avait dit à propos de Lucien. Il a dit qu'il s'était... Ah bah... on pourra en débattre. Il dit aussi qu'il s'est battu pour que justement il reste en contact avec l'humanité, je crois. C'est à ce moment-là qu'il dit qu'il s'est battu contre le fait de partir. Normal. Kirk demande pourquoi et elles sont parties. Et là, je sais pas. Lucien éclate de rire et dit que c'est pour ça qu'il aime tant l'humanité, pour sa curiosité. J'appelle pas ça de la curiosité, moi. Hein. J'aurais tendance plutôt à dire que c'est un peu normal de cette question quand même. Elle est à la base de qu'est-ce que l'humanité est devenue ce qu'elle est grâce aux Megans.
savoir pourquoi ils sont partis, c'est pas non plus de la curiosité. Mais Lucien ne répond pas, il panique et il dit qu'ils doivent partir et les téléporte de nouveau à bord en leur intimant de se cacher. Est-ce qu'il y a une capture d'écran de la vue de la Terre? Est-ce Non, que de la quelqu'un a planète. fait une capture? Ouais, de la Non, planète j'en ai Terre. pas pris. Elle est pas bizarre. Elle est. Bah moi je l'aime bien et je trouve que, enfin bref, il y a plein de choses à en dire. On a l'habitude de voir dans les œuvres une planète avec le nord et le sud, au nord et au sud. Et là, le nord est à l'est, le sud est à l'ouest. Et je crois pas qu'on voit les États-Unis. Je sais pas quelle partie de la planète Si, on voit. c'est le, enfin, C'est ça? il y a beaucoup de nuages, donc c'est un peu difficile à reconnaître, mais moi je pense que c'est quand même l'Amérique et l'Amérique voilà, du Nord et l'Amérique du Sud normale, quoi, comme on voit presque tout le temps. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce plan, on l'a 2 fois dans l'épisode. Enfin, donc là, pendant qu'ils racontent quand ils sont venus sur Terre, et plus tard quand ils re-racontent quand ils sont venus sur Terre. Oui. Et en fait, pour moi, c'est vraiment l'excuse. C'est-à-dire, ils nous mettent une image de la Terre qui certes est jolie, mais pendant ce temps, ils nous racontent des choses. Donc, au lieu de montrer, voilà, les mégans sur Terre, etc. Non, ils nous mettent une vue de la Terre. Et en plus, une vue de la Terre qui est immobile. Il y a pas d'effet de nuages qui passent ou voilà, ou de la Terre qui tourne. Non, c'est juste la Terre. Voilà. Et maintenant, vous allez regarder ça pendant 5 minutes et je vais vous raconter l'histoire. On est arrivé, on a parlé. Je trouve ça assez génial. On sent l'économie des moyens. Enfin, voilà, on va éviter de faire des petits dessins. Allez hop, on met la planète. Ok, Ouais, c'est ça, pas du tout comme ouais. j'ai... Alors, attendez. Ah, mais s'il faut d'abord enlever celle-là pour mettre celle-là. En fait, elle est pas du tout nord-est, comme j'ai dit. Bon. Ah oui, non, c'est Mais elle est vraiment très les jolie, USA, quoi. Enfin, l'Amérique, Ouais. ok. Ils sont pas... Est-ce que c'est genre l'Australie qui est très proche, là? On se demande. Parce que ça mettrait ouais, la Nouvelle-Zélande ici, en Amérique du Sud. Tu es sud-américain, Sean. Ok. Ça fait une carte de plus où la Nouvelle-Zélande n'apparaît pas, d'ailleurs. Ouais, bah, là, il y a un nuage. Il y a la refaire blague, celle-là. Ouais. Il y a plein de cartes, apparemment. Ouais, où la 90% Nouvelle-Zélande des est cartes oubliée. du monde, la Nouvelle-Zélande n'est pas dessus, il l'oublie. Juste, du coup, on profite de ta capture. Juste, est-ce que tu peux bouger ta souris sur l'écran, Sean, une seconde, afficher l'épisode s'appelle The Magics of Megus. Megas 2. Megas. C'est pas Megas? Intéressant. Si. En tout cas, sur Memory Alpha anglophone. Et sur le c'est une erreur de... aussi, hein. Ça, c'est drôle, c'est une erreur de Netflix. Netflix, bande de Est-ce que c'est Netflix Canada qui s'est trompé ou est-ce que c'est Netflix genre... Non, j'ai regardé via Netflix Royaume-Uni tout à l'heure et c'était marqué Megas. Alors attends. Ouais, non, mais on va peut-être pas vérifier ça avant. On a d'autres choses à Non, faire. mais je crois que c'était méga Allez. souci. On va le faire aussi. Allez, paf. N'importe quoi. Ici. It's Megas. Bande. C'est bon ça? Corrigé en direct. Bah, Wow. Voilà. thanks. Corrigé. J'ai envoyé la plainte. Non, mais Enfin, alors, pour c'est revenir quand à même cette écrit en français. Bon, j'ai dit des bêtises. Enfin, pour revenir à cette vue, je la trouve quand même esthétiquement très chouette. Enfin, en fait, j'ai noté trois images de l'épisode qui m'ont marqué, où ils ont fait des efforts, on va dire, dans le dessin. Ouais. C'est la musculature déjà du satyre, qui est quand même... Oui, rigoler, mais n'empêche... Remets-le à nous. Non, mais elle est très, très, très notable, cette musculature. Elle est D'ailleurs, que je je pouvais dessine. pas. Mon curseur est resté sur son biceps. Hein, c'est pas un hasard. C'est pas pour... Mais non, mais je sais combien c'est difficile de voilà d'avoir comme ça vraiment toute la musculature et même en mouvement. Non, elle est vraiment très chouette. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc c'est la planète que je trouve quand même bien jolie. Ça fait vraiment peinture, voilà. Et puis le troisième c'est les pièces d'échecs qu'on verra plus tard qui sont aussi vachement bien faites. Ça, j'ai une capture pour ça.
Scène numéro 6, de retour sur le vaisseau, Kirk demande un rapport. On fait état des lieux et des inquiétudes. Pourquoi faut-il se cacher, etc., etc. Rien de très intéressant, mais on y apprend que rien ne fonctionne toujours, sauf les systèmes de survie. Donc ils sont bloqués là. Scène numéro 7, d'un coup, Spock devient sataniste. Il dessine des pentagrammes au sol. T'as pas remis les captures. Et il se met dedans et incante I know I can, I know I will be what I wanna be. Vous avez la ref? Absolument pas. Sean, tu as la ref? I know I can be what I wanna be. Non. Ah, c'est quoi? C'est un groupe de pop rock californien, non? Non, c'était un groupe de rap. C'est pour ça que je demande à Sean. C'était Nas. I can. Ok, mais du coup, c'est pas un groupe, c'est un gars. C'était un groupe. Bref. Et là, surprise, au lieu d'invoquer un démon ou un esprit, Spock fait bouger une pièce d'échec. C'est un petit peu décevant, le satanisme. Donc, c'est rien. Des pièces d'échec générées par IA, te plaisent? Ah non, c'est pas des IA, ça. Non, justement, tu as vraiment tout l'effet de matière, de lumière qui est vraiment chouette. Ouais. Puis la géométrie, en plus, c'est pas évident. C'est... oui, alors... Maintenant que je les revois en y repensant, je me demande s'ils n'ont pas réutilisé des dessins de décors extérieurs, de villes. Ah ouais, des bâtiments, ouais. Et ils n'auraient pas juste, tu sais, je trouve plus le mot décalqué pour en faire des pièces d'échecs en gris et tout. Oui, c'est absolument ça. Faudrait chercher si... comme la dame ressemble vachement à une tour, hein, ou un vaisseau spatial ou un truc. Ça se trouve, il y a déjà des gens qui ont cherché. Voilà. Il y a un mec sur Reddit qui l'a dit en 2005. C'est typiquement le genre de truc qui pourrait arriver, ouais. Mais ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que du coup, ça rend vachement bien. C'est super joli. Ouais, puis un effet de transparence de la table. Enfin, c'est voilà, ils ont bien fait leur truc quand même. Hein. Par contre, on parle d'échecs vulcains, et les échecs vulcains, c'est pas les échecs 3D normalement? Non, ça c'est les échecs 3D, tu sais. Suis un peu. C'est le niveau enfant. Ça, les échecs vulcains, ça se joue sur, tu sais, un board où tout est de la même couleur. Clairement, tout est en vitre, il n'y a pas de couleur là, tu sais. C'est parce que on voit que la moitié du plateau, là, là c'est les blancs, puis il y a les noirs de l'autre côté. Ah ok, il y a un côté blanc et un côté noir. Je sais pas, on voit jamais le plateau en entier, alors... Je continue ou... Est-ce que Mini Spock ici, c'est le Spock géant du dernier épisode? Ah, qui aurait été réutilisé, peut-être. Oui, si, pour Spock sataniste, on peut réagir quand même, parce que au tout départ, Spock devait être en... Donc, au tout départ, quand je dis au tout départ, c'est avant même le premier pilote. Hein. C'était les toutes premières versions de Spock. Il devait avoir la peau rouge. Et la queue. Et il devait avoir une queue, effectivement, une queue fourchue. Donc la volonté de Roddenberry, c'était vraiment que Spock ait l'air démoniaque, en fait. C'était son objectif. Et ça s'est pas fait. Alors pour la queue, je sais pas. Mais pour la couleur, ça s'est pas fait parce que à l'époque, même si Star Trek a été filmé en couleur, il y avait encore énormément de télé en noir et blanc. Et le problème, c'est que sur les télé en noir et blanc, le rouge, ça ressortait juste noir. Et mais genre noir comme mon pull, quoi. Et donc du coup, ça aurait été une catastrophe. Ça aurait pas été lisible à l'image, en fait. Ça aurait pas marché. Donc du coup, voilà, ils ont laissé tomber ce côté-là. Ils ont choisi une autre couleur qui passe mieux sur les télé en noir et blanc. Et s'il y a une raison qui a été donnée pour la queue, je la connais pas. En fait, c'est aussi un choix. Ouais. C'était aussi un choix parce que, alors, je me rappelle que justement pour le pilote, c'était le problème, c'est qu'en gros, il y avait trop de nouveautés et les producteurs, ils ont dit, c'est pas possible, on peut pas avoir numéro 1, donc une femme,
plus un diable, plus, enfin voilà, ils étaient fous quoi, c'était pas possible. Et en fait, calmez-vous, monsieur. Posez calmez-vous. Enlevez les démons au moins. C'est pour ça aussi qu'ils ont allégé le côté sataniste de Spock en disant voilà, non seulement ça passera pas, les gens n'arriveront pas à aimer et à regarder, mais aussi tout simplement parce que la production aurait dit non quoi. Et donc ils ont sacrifié numéro 1, ils ont dit on garde Spock, on sacrifie numéro 1, par contre on va quand même on lui garde les oreilles pointues, mais c'est tout. Voilà. On enlève les démons et les femmes, on les met au même niveau. C'est ça. Et donc voilà, Spock, donc 5 ans plus tard, refera du satanisme. C'est vrai. Voilà. Scène numéro 8. S'ensuit une autre scène dans laquelle cette fois c'est Sulu qui fait apparaître une jolie nana, mais oh mon dieu, surprise motherfucker, en fait c'est Lucien. Et oui, Kirk lui explique que l'équipage s'entraîne à utiliser la magie pour se protéger des dangers. Lucien est vexé, les humains ne pensent qu'à se protéger. Ah bon? Et dit qu'il s'occupera de la protection de l'équipage parce que l'énergie qu'ils utilisent risque de les rendre détectables. Et là, un Français, je pense, hurle « Mais vous avez été découverts! Les humains nous ont fait souffrir et c'est votre tour !» C'est, tout le monde l'a regardé en VO ou pas? Non, moi je regardais en VF et j'ai un truc à dire là-dessus justement. Alors, c'est que oui. Je suis quasiment sûre que c'est la même voix en français qu'on a entendue avec le Gardien de l'Éternité. Où déjà, il avait le même trémolo dans la voix. Les voyageurs sont de retour. Voilà, les voyageurs. Et là, c'est pareil, c'est vous découvert. mais en version originale, là pour le coup, la voix fait déjà un peu ça. Est-ce que Thierry et Sean, vous avez eu la même impression que moi? Moi, j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un qui imitait l'accent français. You have been discovered. Non. Moi, j'ai eu cette sensation. Vous reverrez à nouveau. Désolé. Les Français de l'espace. Alors, le vaisseau se fait bousculer et fonce droit vers la planète. Tout explose en tous sens. Et, oh mon Dieu, le vaisseau est coupé en deux. Et ça, je suis triste que t'aies pas pris la capture. C'est bizarre parce que je croyais l'avoir pris. Alors, juste la suivante. Ah bah attends, c'est juste que tu as sauté un passage. Non, c'est quand il parle. Et voilà, on a coupé le vaisseau en deux. Et ça, c'est trop cool. Le français, ça. Je viens de le réécouter, là. Fait que je t'écoutais pas toi. Mais j'ai juste l'impression que c'est George Takei. Hein? Pour être franc, mais j'en sais rien. Ah ouais? Je trouve que ça ressemble un peu. Ouais. Pourtant, il a une voix pas très grave. Ouais, mais s'il se forçait à faire autre chose, tu sais. Okay. It is you who have been discovered! Tu sais, genre, ce genre de truc, tu sais. Ok. Ouais, là, il le fait mieux. Là. Et juste, est-ce que tu peux revenir, Thierry? Voilà, cette image est flippante, horriblement flippante. L'effet est beaucoup trop bien fait par rapport au reste des images. Et pour une série pour enfants, je pense que ça doit être assez... pour un jeune enfant, je pense que les dessins ne sont pas du même style, donc ils ont dû les chourave quelque part. Ouais, mais c'est littéralement. Ils se sont dit de toute façon, on va faire des effets bizarres avec, ça se verra pas qu'on les a piqués. on dirait quelque chose qui pourrait sortir d'un film d'animation de nos jours, là, tu sais. C'est qui met par-dessus, mais ouais, ça clash pas mal avec Pauvre Kirk en 2P derrière. Là, quoi. Moi, je me suis dit, ah tiens, on est dans Taramé le Chaudron magique, cool. Et je serais curieux de voir les images de base qui ont servi à faire l'effet, parce que c'est vrai que c'est spécial. C'est flippant. Scène numéro 9, pardon. Pendant ce temps-là, dans le petit village de Salem, Massachusetts, oh mon Dieu, l'équipage est prisonnier au pilori. Coupure pub. Scène numéro 10. D'après Spock, nous sommes sur la Terre de 1961. Ah, non, plutôt de 1691, désolé. Nous retrouvons l'équipage de l'Enterprise et Lucien dans une situation bien peu enviable puisqu'il et elle sont tous dans un procès de sorcellerie.
Kirk demande quelles sont les charges et le procureur explique ceci. « Lorsqu'on était chez vous, je m'appelais Asmodée. » Bordel. C'est vraiment les enfers. Et voilà que Asmodée se met à expliquer que allaient les Megans, les humains les utilisaient pour la cupidité et la luxure. Et lorsqu'ils refusaient d'être utilisés, on les traitait de diables et on se méfiait d'eux. Alors, les Megans se sont réfugiés dans la ville de Salem, où ils ont fait l'erreur d'utiliser la magie, après quoi les humains les ont brûlés. Les survivants ont réuni leurs forces mentales pour quitter la terre infernale et rentrer sur Megas-2. Je fais une petite pause. Oui. C'est quelque chose quand même. Est-ce qu'on parle du visuel d'abord ou du fond? Parce qu'il y a deux choses. Allez, d'abord le visuel. En fait, ce que j'aime dans cette scène, c'est que, et la suivante, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'il y a plein de plans des plans larges où on les voit tous. Il y a même une espèce de travelling aussi par moment. Et dans le coup, on peut remarquer deux choses quand même marrantes. Nous avons Arex qui a 3 jambes. Oui. Donc l'alien a 3 jambes là. Juste Arex, la première fois qu'on le voit, il a 3 trous pour les mains. Oui, non. Sa 3e main est posée dessus et il n'y a pas le trou qui est dessiné derrière. Ah oui, il y a 3 mains. Il y a plusieurs bugs dans cette scène comme ça. C'est Sulu. C'est George Takei qui faisait la voix. Voilà. Oh là là. Sean, ça fait une demi-heure qu'il a disparu, il s'occupe de ça. Ok. Comment tu peux retrouver cette info, Sean, s'il te plaît? Sur Memory Alpha. Ah ok, donc il y a quelqu'un d'autre qui avait fait le travail. Also starring the voices of George Takei as Megan Voice. Et quand tu vas dessus, c'est Megan Spirits 001. C'est pas mal lui. Ok. Pas mal. Il en rend attribué. C'est moins classe que Asmodée. Ouais, c'est sûr. Ouais. J'ai fait la voix d'un démon. Et oui, Marguerite, désolé. Oui, d'un coup, il m'a coupé. Et l'autre truc aussi qui était marrant sur cette scène, alors on le verra peut-être plus en gros plan, c'est la couleur de peau de Spock. Il est jaune, mais vraiment jaune. Mais c'est parce que la position du pilori fait que l'afflux sanguin est moins bon. Du coup, il y a plus de sang en haut et moins sang en bas. Et donc, il est plus jaune parce que le sang des Vulcains est vert, du coup. Non? Ça va pas. Si tu veux. Est-ce que c'est pas un souci de... Est-ce que c'est pas un souci de nombre de calques? Tu avais un gros plan de Spock? Non, je l'ai pas. Sur tous les calques, il est comme ça? Sur tous les plans? Ou que sur les lointains? Oui, là, on le voit déjà, il est jaune. Et même il sur est des gros plans... Mais vous êtes un peu jaune, mais pas aussi jaune que ça, quoi. Là, c'est moi, tu me mets cette image sans me contextualiser, je me dis c'est un Vulcain. Enfin, on me dit c'est du Star Trek, je me dis c'est un Vulcain. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils sont habillés en vert et pas en rouge, bleu et jaune comme d'habitude? Eh oui. C'est sauf Uhura qui a les mains rouges. On ne sait pas. Bon, bref. Je continue. Spock. Attends. Oui. Oui. Non, attends, on avait plein de trucs à dire. Là, on a parlé que du visuel. Le village était magnifique. Ah oui, c'est le vrai. Village, on a une image juste avant et le village est très beau. Pardon. Oui, alors j'ai pas pris le village. Hein. J'ai juste pris le donc Salem, Massachusetts. Alors déjà, il y a un truc dont je voulais parler tout à l'heure, puis j'ai pas eu le temps et j'ai zappé. Donc on retrouve cette idée qui avait déjà présente dans TOS, que des aliens sont allés sur Terre et qu'ils ont été ensuite interprétés comme des figures mythologiques. Donc ça, c'est un courant de pensée qui s'appelle le néo-évémérisme et qu'on appelle plus couramment la théorie des anciens astronautes. Comme quoi les dieux et les figures mythologiques terrestres auraient été viendraient d'extraterrestres, voilà. Et pourquoi néo-évémérisme? Parce que ça vient d'une autre, ça veut s'approprier l'idée d'une théorie une autre théorie qui s'appelle l'évémérisme,
et qui, elle, considère simplement que, en fait, les personnages mythologiques et les divinités sont des personnages historiques, ou plusieurs personnages historiques, dont les récits de leurs actions et de leur vie se sont déformés au fil du temps, jusqu'à ce qu'on oublie que c'était des gens réels et qu'on amplifie ce qu'ils ont fait au point que ça devienne des trucs magiques. Hercule, c'est juste un mec qui a nettoyé une étable en une demi-journée au lieu de... Il était tellement fort à nettoyer l'étable, ça a impressionné tout le monde, on en parle encore maintenant. Non mais voilà, en caricaturant, c'est un peu l'idée de l'évémérisme. Et le néo-évémérisme, il ajoute le petit grain de sel de dire non mais en fait c'est des extraterrestres. Ce qui n'apporte rien finalement, sauf que c'est plus fun pour faire de la science-fiction, donc voilà. Et ça me fait penser à l'épisode dont on parlait tout à l'heure dans Voyager, les tatouages. C'est pareil, il y a aussi cette idée d'aliens qui sont venus sur Terre et qui ont apporté leurs connaissances. Et dans le coup, alors on parlait de cet épisode, pourquoi tout à l'heure? C'est le scénariste, c'est ça? C'est le même scénariste qui a fait les deux? Oui, tout à fait. Ouais. Ah ouais, donc il est dans le mouvement, lui, c'est sûr. Il a repris cette idée 2 fois. C'était un conspirationniste. Non, puis il y avait déjà avec l'épisode avec Apollon, où pareil, c'est un alien qui allait sur Terre et puis qui a été considéré comme un dieu. D'ailleurs, où on apprend que tous les dieux olympiens étaient comme ça. Il y a l'épisode sur Mathusalem. Ouais, Mathusalem. Mathieu qui donc c'était vraiment une idée qui était déjà dans TOS depuis un moment, quoi. Et Star Trek a toujours regardé un peu ce truc-là. D'ailleurs, il y en a tellement maintenant, si tu fais le compte de tous les aliens qui se baladaient sur Terre dans le passé, genre il y a presque y avoir plus d'aliens que d'humains, mais les dinosaures. C'est pas grave. Oui, aussi, voilà, tout à fait. Ah non, ça c'est Rick et Morty. Non, bref. En tout cas, dans Voyager, ils établissent quand même que les dinosaures. Ouais. Eux, c'est différent, oui. Ils s'en vont après. Ils ont évolué. C'est les VOC, je crois que c'est ça leur nom. Ouais, de voir. Mais cherche pas à arrêter. Ouais. Établissons surtout que Voyager, c'est pas canon, et puis c'est tout. Non, je suis désolée. Ouais, non. Petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent. C'est très fun, ce concept-là, genre dans la science-fiction, mais arrêtez de penser que genre tous nos accomplissements ou tous les accomplissements d'humains ont été faits par des aliens. Offrez un peu du crédit aux gens qui étaient là. C'est comme dire en Égypte, ils ont rien fait. Ils étaient pas bons, c'est des aliens qui ont construit les pyramides. Non, il y avait des gens, ils avaient des compétences, ils étaient très forts, ils étaient très bons. Il y avait des esclaves. Il y avait une force ouvrière, effectivement. Non, il n'y avait pas d'esclavage. Il n'y avait pas d'esclavage pour les pyramides. Ça, c'est un gros cliché qui est complètement faux. Mais il n'y avait pas d'aliens non plus. Oui, c'est ça. Source. Source, nommez vos sources. Ok. Et donc, avant que Rémi j'ai toujours peur que Rémi reparte, tu sais, puis qu'on puisse plus l'arrêter. Et donc Spock se porte volontaire. Et donc du coup, effectivement, tu l'as relevé, Rémi, on apprend que le nom d'un autre Mégastou qui s'appelle Asmodée et qui est le nom effectivement d'un démon. Donc là, on ne connaît pas encore, l'épisode ne nous dit pas encore explicitement la vraie identité de Lucien. Même si Rémi fait un regard, voilà, tout le monde l'a compris. Mais on sait déjà qu'il y en a au moins un des deux qui est considéré comme un démon par les humains, quoi. Voilà. Qui s'amusait à buter les maris de Sarah. Voilà. Je crois qu'elle se mariait avec un type, le démon l'a buté, et elle a eu 7 maris jusqu'à ce que l'archange Raphaël dégage Asmodée. 1, ça va. 2, ça va. 3, ça va. Ouais, Raphaël, il s'est dit, 7, ça commence à faire beaucoup, 7. Le 8e, on va le sauver. C'est bon. Non, puis la nana aussi, elle s'est pas dit au bout d'un moment qu'à chaque fois qu'elle épousait un type, il mourait. Elle allait peut-être arrêter d'épouser des gens. Ou alors elle faisait exprès, après elle épousait des types implérables. Ça lui fait quand même... ouais, voilà, ça lui fait 7... comment... héritage.
Cet héritage, merci. C'est malin. Et du coup, c'est marrant parce que son petit passage où il dit que les humains, ils nous demandaient des services pour s'enrichir ou pour la luxure, ou je sais plus comment il dit ça. C'est typiquement les trucs qui sont demandés aux démons par les gens qui vénèrent des démons. C'est des trucs de pognon et de sexe, quoi. Ah, mais il me semblait bien que Asmodée, c'est un éditeur français de jeux de société. Oui. Ah bah bravo pour les clients. Heureusement qu'on n'est plus dans les années 80. Ah ouais, nous on a un Abalone. Mais tu sais que, enfin bon, bref, avoir des chaussures qui s'appellent Mephisto. Et d'ailleurs, oui, cet épisode est sorti, donc tu l'as dit en 73, donc c'est une dizaine d'années avant le début de la panique satanique aux USA, qui était une grosse panique morale qui a duré quasiment une décennie où les gens paniquaient à l'évocation du satanisme et voyaient du satanisme partout et qui a causé plein de problèmes à pas mal d'artistes, de jeux de société, de jeux de rôle, de groupes de heavy metal et tout ça. Et c'est marrant parce que alors l'épisode a fait scandale, on en parlera un peu après, mais finalement très peu comparé aux divers scandales qu'il y a eu dans les années 80. Et c'est rigolo que voilà, il est passé avant la tempête en fait. c'est assez marrant, mais c'était quand même vachement osé de se dire tiens, l'équipage de TOS va rencontrer des démons et ça va bien se passer. Je reprends? Oui. Ok. Spock se porte volontaire en tant que Vulcain, il n'est pas humain, pour prendre la défense des humains. Immédiatement, il appelle Lucien à la barre. Pourquoi aimez-vous les humains? Parce qu'ils sont comme moi. Super. Ils sont curieux et ont l'esprit ouvert. Les humains vivent ensemble et partagent leurs connaissances, alors que chaque Megans est seul détenteur de son savoir. Après quoi, c'est Kirk qui est appelé à la barre. Est-ce que les humains ont changé depuis Salem? On essaye. Comment ça? Regardez nos archives. Oui, mais encore. Il est trop chiant. L'ordre numéro 1 est évoqué par Kirk, à savoir, nul vaisseau ne saurait se mêler au développement normal de toute vie aux sociétés aliens. Nous avons la Prime Directive, enfin ce qui deviendra la Prime Directive, puisqu'à l'époque ça s'appelle encore l'ordre numéro 1. J'ai la capture de Kirk à la barre. Ah mince, pardon. Kirk à la barre. Et tiens, maintenant que j'ai réussi à t'interrompre, j'en profite aussi. J'aime beaucoup le fait que Lucien définisse l'humanité par son sens du partage. C'est très beau. Voilà, c'est tout. Ah, super. Merci. Bravo, m'interrompre pour ça. Le procureur reprend la parole et montre les archives à tout le monde. J'ai bien aimé l'effet, parce qu'en fait, on a juste des bobines qui s'affichent. Ouais, il lance du film comme ça. On suppose donc qu'elles sont consultées de manière intégrale et instantanée et demande aux personnes autour de donner un jugement. Scène numéro 11. Le jugement est rendu. Les humains sont venus par hasard et cela n'arrivera probablement plus. Donc, ce n'est pas grave, nous n'avons rien à craindre. Par contre, Lucien, il sera puni. Puni de solitude. Kirk s'y oppose. C'est comme le tuer. Mais Asmodée, Quasimodo, Asmodée l'éclaire. Tu le défendrais moins si tu savais son vrai nom. Lucifer. Oh, tout de ouf. Oh mon Dieu. Mais Kirk répond, je m'en branle des légendes, touchez pas à Lulu. À savoir, mon fils était à côté de moi au moment de cette révélation, et mon fils est très chrétien. Et lorsque Kirk dit, on s'en fiche un peu des légendes, il a dit, attends, mais papa, il a fallu que je mette pause et que je lui explique des trucs. Donc ça peut causer des questions et des histoires en 2025. C'est surtout, j'apprécie à quel point l'épisode en fait un big deal. Il y a comme un sting musical, c'est Lucifer, et littéralement Kirk genre relève absolument pas quoi. Genre lui même dans la manière dont il a joué, Shatner, la voix c'est vraiment comme genre ouais il s'appelle n'importe quoi, on s'en fout.
puis il continue. Il peut C'est s'appeler vivant, il faut pas que ça meure. C'est ça. Donc j'aime l'espèce de contraste entre on va dire, la sévérité de la situation, puis le fait qu'il s'en fout, quoi. C'est très très osé, je trouve, de la part de Star Trek dans les années 70 de faire ça, sachant que je pense que dans l'Amérique de Trump de 2025, ça ne passerait tellement pas non plus, et ça ferait un gros scandale, je pense. Et c'est assez incroyable, quoi, d'avoir fait ça. Enfin bref. Je suis pas chrétien du tout, donc du coup moi ça m'amuse et ça me plaît un petit peu le côté provoque. Mais c'est bien de dire t'as l'équipage de Kirk qui est censé représenter le meilleur de l'humanité et qui prend la défense de Lucifer. Et d'une part, mais de toute façon c'est la premier blasphème et deuxième blasphème, ce sont des légendes. Ça, je trouve que ça, c'est particulièrement fort de rappeler que nos religions sont en fait des légendes. Là, pour le coup, Kirk, il peut pas dire, Shatner, il peut pas dire ça à n'importe quelle époque. Alors, ça me fait penser à un truc, c'est, je sais pas de quand ça date, mais c'est ton épée. Tu vas la prendre pour fendre le mal. Non, il y a un roman d'Arthur C. Clarke. Je sais plus de quelle année il est. Ça s'appelle Les Enfants d'Icare, si mes souvenirs sont bons, et qui est vachement intéressant. Bon, je vais le spoiler, mais il parle d'aliens qui arrivent et de comment les humains peuvent arriver à avoir ce premier contact de manière positive, sachant qu'on découvre à la fin du roman que les aliens en question, c'est des diables. Ils ont en fait une apparence diabolique. Et il y a toute une réflexion pour que les humains puissent accepter ces diables. Au début, ils cachent leur apparence. Après, ils s'arrangent pour que les enfants, en fait, soient éduqués à ce que ce soit une apparence, qui les choque pas. Je sais plus exactement le détail, mais il y a vraiment cette réflexion-là. Ça se passe sur, je sais plus, genre 20 ans avant qu'on voit enfin les aliens, pour que justement les humains s'y préparent et qu'ils aient pas ce choc et ce rejet en mode « Ah, c'est des diables, au secours !» Et ça, c'était pareil, vachement intéressant aussi comme réflexion et comme twist. Alors, je sais pas de quand ça date. 1953. Ah, t'as trouvé. Mais voilà, ça m'y fait penser. Donc, 53, c'est vieux. Hein. C'est vachement intéressant et ça met aussi en perspective la réaction de l'équipage de Kirk qui voit une figure démoniaque qui apparaît sur l'Enterprise, qui sont là, c'est un alien, allez hop, on continue, quoi, tu vois. Même pas une réflexion sur le fait qu'il ait des cornes, quoi. Il y en a plein qui ont des cornes, des gens. Oui, puis c'est des cornes de satire, ça va, c'est mignon. J'aime, on en a pas parlé, mais j'aime que littéralement, genre, il appelle Spock un elfe au début. Oui, mais j'ai signalé, ouais. Mon ami l'elfe. Ah. Ouais, c'est. Okay. Très vite. C'était un fan de Tolkien, tu sais, genre le. C'est un elfe de l'espace. Ouais, Space Elf. Ouais. On les a. Eldari. Allez, on va accélérer parce que Sean doit partir bientôt. Scène numéro 11. Non, celle-là, je l'ai déjà dit, pardon. Asmodée commence à s'énerver et lui lance une boule d'énergie. Mais Spock rappelle à Kirk d'utiliser la magie. Alors, Kirk se transforme en arc-en-ciel. S'ensuit un combat dantesque. Coup de foudre, flamme de l'enfer, déluge, ronce sauvage, tempête arc-en-ciel. Asmodée dit « Vous n'avez aucune chance de gagner, abandonnez !»« Non !» répond Kirk. « Si j'abandonne, vous deviendrez comme les humains. Vous agissez par peur et non par raison. » Asmodée lève les bras et tout s'arrête. Il est cool ce combat, c'est dommage qu'il dure pas plus longtemps. Oui, alors quand je faisais une blague sur une de nos émissions précédentes sur Kirk qui envoie un Kamehameha, je pensais à ce combat-là et je m'en rappelais mal. Je me rappelais mal, mais on n'en est pas loin quand même. Il lance des éclairs par ses doigts, comme voilà. Et c'est Kirk le Wok, parce qu'il est Kirk arc-en-ciel. Ah non, c'est plus Kirk le Jamaïcain. Ouais. Ouais, non, c'est pas les mêmes. Ça explique des trucs sur l'épisode, quand même. Ouais, c'est ça.
Là, il envoie de la vapeur. Il se passe des choses à bord, hein, on ne le sait pas. D'ailleurs, cette image, enfin, il y a Kirk en train de lancer les éclairs, de faire de la magie devant le panneau de Salem, Massachusetts. Je trouve ça très cool, très fun. Bref, ouais, non, j'aurais aimé, j'aimerais bien, là pour le coup, j'aimerais bien un remake de cet épisode aujourd'hui avec nos effets spéciaux. Le combat entre Kirk et Asmodée serait génial. Il se balance des éclairs et tout, c'est trop chouette, quoi. Kirk qui invoque une pluie, quoi, sur les flammes qui sont en train de le lécher, c'est trop chouette, quoi. Bref, scène numéro 12, sur la planète désertique cette fois. Asmodée est surpris que les humains aient été prêts à mourir pour sauver un inconnu. Lucien est heureux et sort un truc du genre « Bah vous voyez, je vous l'avais bien dit qu'ils étaient cool les humains. » Et oui, car tout ceci n'était en fait qu'un test. Ce sont donc des tentateurs. Ah bravo. Mais désormais, Asmodée annonce que si les humains reviennent, ils seront accueillis à bras ouverts. Le bannissement de la peur nous aidera tous, dit-il. Lucien sort les godets et tout le monde trinque. Santé. C'est chouette, c'est rigolo comme fin. Tu dis, ah en fait, Thierry est en train de trinquer avec Lucien. Et attendez, je suis en train de réaliser un truc. Il a les mêmes sourcils que les Klingons. Lucien. C'est pour ça que Thierry est en train de trinquer avec lui. Parce que... C'est pas mal en Klingon quand tu le regardes. Ah ouais. C'est vrai. Oui. Même la barbe et tout. Les bases ça fait très, oui. Ouais. C'est un Klingon avec des cornes. On s'attire. Et voilà, Kirk et Spock très heureux de boire de l'hydromel. Voilà, on boit des coups avec les démons, bravo. Du mead. Voilà. Super pendant le travail en plus. C'est pas normal. Non mais c'est voilà. Il y avait pas oui, d'ailleurs le coup du test. Ah pardon. Il y a une dernière scène, Margaret. Ouais. Ouais, non, mais je voulais dire par rapport à ça, il y a pas un truc par rapport au fait que Spock est pas censé boire ou je sais plus trop quoi. Les Vulcains ne boivent pas. Il est végétarien, mais. Je pense qu'ils boivent de l'alcool, ouais. Je sais plus dans quoi j'ai vu ça. Ah, bah c'est peut-être parce que je suis en train de me revoir les Voyagers et justement à un moment il y a Tuvok. le Vulcain, voilà Tuvok, qui doit dire. Je suis censé aller boire un coup avec l'ambassadeur et ça me plaît pas. Mais je sais plus. Ah oui, d'accord. C'est peut-être juste Tuvok. Mais Tuvok est assez strict quand même. Il est beaucoup plus strict niveau Vulcain. Ah, arrête là, c'est un vrai Vulcain au moins. Tu sais, l'autre Spock là, c'était un faux Vulcain. Mais voyons donc. T'as jamais entendu la théorie de Matou à propos de... Tuvok Matou, c'est un des membres de Star Trek pour les nuls qui nous disait n'empêche que Tuvok c'est le plus mauvais agent de sécurité de Starfleet parce que dans tous les épisodes de Voyager, il y a une intrusion sur le vaisseau et il n'arrive jamais à les arrêter. C'est pas gentil pour lui. Donc voilà. Je pense que tout le monde est mauvais dans Star Trek au niveau de la sécurité parce que Worf il c'est vrai. C'est vraiment défoncé par tous les aliens qui passent. Worf arrive à faire un truc assez génial et s'ils n'avaient pas Spock dans TOS, les intrusions là aussi ils auraient des problèmes. C'est l'agent scientifique qui. Vous l'avez peut-être en tête cette image qui est souvent utilisée en gif animé de Michael Dorn qui est donc Worf qui saute par-dessus les ordinateurs et il a un phaser dans sa main droite et en sautant il lance son phaser et l'attrape avec la main gauche et quand il arrive il est en garde avec le phaser en main gauche. Je trouve que cette image est géniale. J'essaierai peut-être de l'intégrer si je trouve. Ah c'est génial, c'est presque aussi beau que du catch. Ce week-end c'était WrestleMania et c'était pas mal. C'est la première fois que je regarde du catch depuis le précédent WrestleMania. T'as pas besoin d'un officier de sécurité quand t'as genre Data à bord de ton vaisseau, il peut juste dépop n'importe qui. C'est un peu pareil pour Voyager. Une fois qu'ils ont récupéré 799, elle peut dégommer n'importe qui. Et genre ici avec Spock. Oui. Mais le Odo est fort comme... Oui, lui c'est compliqué. Mais ACAB, quoi. Genre, c'est un policier, quoi. Les agents de sécurité sont des ACAB aussi.
Odo, contrôleurs de train. Odo, c'est pire parce qu'il travaille pour qui est le boss. Fait que, quand c'était les Cardassiens, il travaillait pour les Cardassiens. Et lui, il s'en fout complètement. Lui, on lui dit, la loi, c'est ça, il suit cette loi-là. Il a sa petite préférence, quand même. Allez, finissons. Pour revenir à l'épisode, le fait que ça soit un test, moi, ça m'a rappelé l'épisode Arena avec le Gorn, où justement, je sais plus comment ils s'appellent, les aliens qui organisent le combat. Et c'est justement de voir si l'un des deux, celui qui dominera l'autre, l'achèvera ou pas, pour savoir s'ils vont plutôt essayer d'arrêter la guerre ou plutôt essayer d'éliminer l'espèce qui pose problème. Voilà, donc j'ai trouvé ça m'a rappelé un petit peu ce côté-là où on crée un moment de violence juste pour tester comment réagissent les humains. Alors pourquoi Larry Brody s'est dit on va faire devenir copains l'équipage de l'Enterprise et les démons des enfers. Why? Alors en fait c'était pas le plan de départ. Larry Brody, il était au courant que Gene Roddenberry, il avait un peu cette marotte de vouloir que l'équipage rencontre Dieu qui juge l'humanité. Parfois on rencontre Dieu, parfois on le rencontre pas. Il y a plein de trucs qui rappellent ce thème-là dans Star Trek, jusque dans TNG au moins. Le jugement avec Q, ouais. Du coup, Larry Brody, il aimait bien Star Trek, il voulait faire un scénario pour Star Trek, donc il s'est dit, je vais écrire un scénario où l'équipage rencontre Dieu, comme ça Gene Roddenberry sera content et il va m'engager. Et ce scénario, donc il a fait un pitch qui proposait ça. Gene Roddenberry et Dorothy Fontana, ils ont approuvé le script, mais NBC, ils ont dit non, quand même, rencontrer Dieu et tout, c'est pas très cool, quoi. Du coup, il a réécrit le script, il a dit en fait, je vais faire pareil, sauf qu'ils vont rencontrer le diable. Et là, je sais pas pourquoi NBC, ils se sont dit ok, ça marche, c'est correct, tout est beau. Et donc, 25 ans plus tard, ça devient, ils rencontrent quand même Dieu au même endroit. Tout à fait. Et évidemment, suite à la diffusion de l'épisode, NBC a reçu des coups de téléphone de spectateurs en colère en disant c'est quoi ce délire What the fuck, man? Voilà, il y a un copain avec des démons, ça va pas du tout. Je me suis toujours posé la question de qui se plaint de Star Trek. Parce que, tu sais, si t'aimes Star Trek, tu le regardes. Si tu l'aimes pas, fondamentalement, genre, pourquoi tu le regardes? Non, mais ça va plus loin de comme, j'ai pas aimé cet épisode-là de Game of Thrones, je trouve que, parce que tu sais que c'est un truc, là, il y a quand même des idéologies puis des idées qui sont avancées dans Star Trek qui sont complètement déconnectées d'une certaine réalité de la population, quoi. Et donc, forcément, pourquoi tu veux faire une plainte? Genre, ça te concerne pas vraiment du tout, en fait. Alors, pour cet épisode-là, je dirais que c'est des parents d'enfants qui se sont plaints, qu'ils ont vu que leurs enfants regardaient un truc où les gens devenaient copains avec des démons et que ça leur a pas trop plu. Et aussi, je pense qu'il faut penser qu'à l'époque, c'était la seule série de space opéra Star Trek. Donc les gens ils regardaient parce qu'ils voulaient voir des vaisseaux et du piou-piou, en fait. Bon, pour certains, en tout cas. Et c'est une des techniques des conservateurs aussi. Hein. C'est se contenter de recevoir un message. Alors attendez, hop là. Et de savoir que Star Trek a diffusé un épisode dans lequel ils ont fait ça, tout le monde écrit des lettres, les églises, les machins, sans forcément l'avoir vu. C'est comment on appelle ça, du lobbyisme. Ça existe encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, tu parlais de Game of Thrones. Des fois, on a des résurgences comme ça d'épisodes de séries qui en sont à leur 5e, 6e saison. Et un épisode fait scandale sur Internet et tout le monde se plaint et tout le monde crie au scandale, machin, sans même avoir vu l'épisode ou le film. On avait eu ça pour les Gremlins, qui avait reçu des critiques de pros négatives, alors que clairement, dans la critique, les personnes n'avaient pas vu le film, puisqu'on reprochait au film de certains aspects de violence qui n'existaient pas, qui n'apparaissaient pas dans le film. Et c'est de la réaction. C'est de la réac. Je profite juste que Thierry soit parti pour terminer l'épisode parce qu'il va revenir, il va encore me couper, tout ça. Hein, je vais expliquer. Scène numéro 13 et ce sera la scène finale. Retour dans l'espace. Tout va bien. L'Enterprise rentre à la maison. Bones se demande si Lucien est vraiment Lucifer. Et Spock répond, si c'est bien lui, il aura été banni 2 fois et sauvé 1 fois.
posant donc l'équipage au-dessus de Dieu. Ah bravo. Et voilà. C'était cool. C'était... moi j'aime bien cet épisode. Je le trouve très fun, rigolo, divertissant. Ouais, je ne prends pas au sérieux, il est farfelu. Ah, il est foufou. Ce qui est marrant, c'est qu'au départ, on nous parle d'une expédition scientifique. Au début, je me suis dit, une expédition scientifique, ils mettent en avant la science dans Star Trek, machin, super, bravo, malin. Et puis en fait, ils sont partis dans un délire avec la magie. Toi, t'es là, ah ouais, d'accord. C'est vrai. Ouf. Mais les délires magie, de toute façon, en général, j'ai un peu du mal. C'est comme... alors, je connais plus exactement le titre. Amour, compagnon et je sais plus trop quoi, et magie dans TOS, justement. Avec un chat noir et je sais plus quoi. Espèce de... c'est saison 3, ça. Oui, compagnon, amour, compagnon... Bah, je sais plus. C'est pas l'épisode Halloween, tout simplement? Ah bah, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça, moi, donc... Avec le chat géant. Un chat géant? Non, il est pas géant. Ils vont tous dans le ventre d'un chat géant. J'ai oublié de donner les notes. Ultime Frontière a noté cet épisode 7,66 sur 10. Et la communauté francophone de Star Trek l'a noté 5 sur 10, ce qui lui donne une moyenne de 6,33 sur 10. Ce qui est beaucoup, je trouve. Ah bon? Oui, la CFST 5, c'est un petit peu bas. Mais 7 pour Ultime Frontière, je trouve que c'est assez haut quand même. C'est chouette, comme je l'ai dit, c'est très divertissant, mais bon, c'est pas non plus... Sur IMDb, il a 5.9. C'est le pire noté qu'on a vu depuis le début. Là, sur IMDb. Puis si je check, c'est le pire noté de la saison 1. Ce qui ferait de lui, logiquement, le pire noté de la saison 2, techniquement, oui. Donc c'est le pire noté de... C'est fou. Après, c'est 5.9. Il y en a qui sont notés 6.1. Mais... mais c'est quand même assez incroyable. Je pense que c'est surtout au niveau... genre, je sais pas s'il y a encore des conservateurs qui vont sur IMDb pour mettre une mauvaise note juste parce que... il y a ce sujet-là, mais je pense que c'est surtout par rapport à la cohérence, genre au niveau du canon, quoi. C'est très dur à réconcilier avec le reste de Star Trek, quoi. Et puis même sans parler de canon, comme disait Marguerite, l'aspect on change complètement de truc et on part dans de la magie et tout ça, c'est quand même quelque chose. Désolé Thierry, j'ai profité de ton absence pour foncer et terminer l'épisode. Voilà. Non, t'as bien fait, très bien. On disait qu'il était bien, ça t'a plu? Oui, comme je disais, moi c'est un épisode que j'aime bien, donc voilà. Je suis d'accord avec les défauts qui sont évoqués. Et voilà, le côté barré, moi, voilà, j'ai une petite tendresse pour ça. D'après Sean, c'est l'épisode le moins bien noté de toute la série. Pas d'après moi, c'est sur IMDb. Ah, moi, ma source, c'est toi. Je n'ai pas. Ah, ok, d'accord, c'est moi la source. La source, c'est mes yeux. Regarde les MDB. Ouais, il peut pas. Il peut pas. Il est incapable. C'est vrai qu'il a beaucoup de raisons de pas être aimé, quoi. Déjà, bon, évidemment, les chrétiens un peu trop rigoristes, on va dire, rigoureux, je sais pas. Forcément, eux, ça va pas leur plaire. Les mêmes personnes qui bannissent les cartes Magic de la maison, tu sais. Ouais, voilà, tout à fait. Les gens problèmes de continuité qui aiment la science-fiction mais qui n'aiment pas les histoires de fantasy et tout ça, ben forcément ça va pas leur plaire non plus. Et c'est marrant parce effectivement les problèmes de continuité, mais pour moi encore une fois, l'épisode à ce stade-là où Star Trek en était, il ne crée pas de problème de continuité. C'est vrai. C'est pas lui. Par contre, effectivement, il y a un côté, tu pourrais dire, c'était un peu irresponsable de faire ce genre de truc. Parce que du coup, ça rend difficile la suite. Mais en fait, même pas, parce qu'à l'époque, il y avait que TOS. Personne n'imaginait que ça durerait 60 ans, cette affaire. C'est-à-dire que tu peux pas non plus écrire chaque épisode en se disant, mais dans 50 ans, où on sera la licence,
quelle est l'histoire qu'on voudra raconter? Il faut, c'est all-in. Là. Tu racontes l'histoire que tu as besoin de raconter, puis après, le connard qui viendra 50 ans après, il s'adaptera, tu sais. Ouais, c'est ça. Oui, il fera attention, ou non, tu sais. Mais bon. Donc, pour moi, le problème principal, c'est plus le fait qu'on savait déjà qu'au centre de la galaxie, c'était pas comme ça. Et qu'ils auraient pu trouver une autre excuse et justement faire comme ils disent dans le guide officiel, les faire aller au point d'origine du Big Bang. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble pas qu'on sache exactement où il se trouve. Après, ça pose des problèmes en termes de voyage, voyage à distorsion, tout ça, parce que je pense que ça doit être, c'est peut-être très loin. Mais bon, enfin, il y avait des astuces à trouver pour les faire rencontrer ce peuple-là ailleurs qu'au centre de la galaxie, quoi. Donc voilà, c'est oui, plus parce ça. Que ça me fait penser à un truc que j'aime bien dans Star Trek, c'est le côté entre guillemets réaliste du voyage spatial, c'est qu'il reste même pas dans notre galaxie, c'est même dans un cadran. Donc dans un quart de galaxie ou à la limite un peu plus, mais ça je trouve ça chouette et oui, ça aurait été compliqué quand même de les faire aller dans une autre galaxie ou beaucoup plus loin. Là, ça aurait pas été canon pour le coup. Juste, j'y pense parce que je suis en train de me regarder à la caméra. Spock est jeune. Oui, Spock a toujours été jeune. Oui, mais c'est vrai qu'il est plus jeune. Mais il est beaucoup jeune. Il est beaucoup plus jeune dans les images que Marguerite nous montrait. Là. Il est comme jeune mûr. Mais je me demande jeune à cause de la qualité. Et je me demande si c'est pas parce qu'ils se sont gourés de calque. Et puis il y avait beaucoup de verre autour, hein, donc il y a peut-être des histoires. Arrête avec ton verre, c'est pas vrai, ils se sont trompés, c'est tout. Il était daltonien. Bien. Non, mais sur la création, j'en avais parlé dans le premier épisode, le fait qu'ils mettaient différents calques et qu'ils avaient différentes couleurs selon la position du calque. Parce que le calque a tendance à blanchir, jaunir les trucs. Peut-être qu'ils se sont plantés de couleurs, ils ont pas mis la bonne, ou ils ont pas mis le calque au bon endroit. Enfin, voilà. Eh ouais, c'était de l'apprenti. Brian, mets les calques dans le bon sens. T'es mauvais, Brian. T'es mauvais, Brian. Bien. Ben écoutez, merci beaucoup. S'il y a d'autres choses pour les dire, à dire. Je suis juste intriguée pour un truc. En fait, dans Star Trek, c'est pas la première fois où on a un jugement de l'humanité. Enfin, ils sont chiants avec ça. Il y a Apollon déjà un petit peu qui jugeait, mais il ne jugeait pas toute l'humanité, il jugeait que Kirk, il me semble. Enfin, je sais plus, mes souvenirs sont vagues. Mais là, en fait, c'est la. Enfin, pour moi, la première fois c'était avec Q, bien sûr, mais là non. Oui. Là, c'est un peu différent. Il juge pas l'humanité au complet, je pense. Il juge le danger que peut représenter l'humanité, peut-être. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il juge le vaisseau, genre Kirk et son équipage, basé sur ce que l'humanité a fait, en fait. Ils se servent de ces faits-là comme preuve. Parce que je pense que le but ici, c'est juste, on va juste tuer Kirk, puis son équipage, puis c'est tout. On a envie de violence. Ils veulent pas aller détruire l'humanité au complet, je pense. Ouais. Bah, en fait, oui, mais après, s'ils veulent les tuer, c'est parce qu'ils ont peur que ça ramène d'autres humains. Quand même, que le fait qu'ils viennent là, ça ramène. La conclusion est vraiment débile parce que c'est comme ils sont venus ici par hasard, donc ils pourront pas revenir. C'est comme non, parce qu'ils documentent tout sur leur vaisseau. Mais surtout que là, qu'est-ce qui va se passer? Kirk qui va rentrer, il va dire on est les bienvenus là-bas. Allez-y. Oui, mais justement, ça leur va puisqu'ils ont testé Kirk et ils savent que. Oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon. Bref. Mais oui, le jugement de l'humanité, il y en a d'autres. Il y a l'épisode Arena, justement. Mais ce n'est pas présenté comme un jugement. Il n'y a pas de tribunal, quoi. Il y a aussi... Non, ça c'est encore différent. Est-ce qu'il n'y a pas Trelane un peu qui fait ça déjà? Commencez en français parce que... Le chevalier de Dalos. Ouais, Trelane, il s'amuse plus à il s'amuse plus à imiter, à s'inspirer des humains. Puis c'est un enfant. Qu'est-ce qu'il juge, lui? Ouais, non, c'est vrai, il juge pas. Qu'est-ce qu'il en sait? Non, c'est vrai que c'est peut-être le début, ouais.
C'est le début d'une longue série d'épisodes de jugement de l'humanité qui se termine toujours de la bonne manière. Et ça, comme je dis, Gene Roddenberry, il en rêvait de ça. Hein. Et quand je disais que ça a été fait plein de fois, c'est ça. Hein. Q, c'est exactement ça. C'est l'équipage rencontre Dieu qui juge l'humanité. Sauf que du coup, ils n'ont pas mis Dieu, ils ont mis. C'est ça qu'il voulait, Gene Roddenberry. Il voulait se faire juger par un alien un jour. Ça va, c'est cool. Quelqu'un le regarde puis dit non, c'est correct, l'humanité va bien. Merci, Gene, d'avoir parlé. Par contre, toi, besoin de ça parce que lui, voilà. Voilà. Bref. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve très bientôt pour parler d'un retour. Un retour quelque part. Sur une planète que moi, je n'ai pas du tout envie d'y retourner. Et je n'ai pas... non, on va passer aux 4 direct. Ah, ok, direct. Merci beaucoup, Marguerite. À la semaine prochaine. Ouais. Non, dans 2 semaines, pardon. Désolé. Salut. Désolé, excuse-moi. Merci beaucoup, Sean. À dans 2 semaines. Et salut, Thierry. Merci, salut tout le monde. Hop là.